C'est étonnant, non? Bonjour à tous et à toutes. Après la chronique un peu sombre précédente qui traitait des entreprises qui avaient collaboré ou montré un opportunisme absolument malsain, on va parler aujourd'hui de choses un petit peu plus légères et d'humour en musique. On peut faire rire volontairement ou involontairement. Le premier cas, celui qui nous préoccupe, celui de Haendel, ferait plutôt partie de la deuxième catégorie. Haendel est un compositeur allemand, né la même année que Bach, en 1685. Mais bon, devant la concurrence féroce qu'il y a en Allemagne, entre Bach, Buxtehude, Pachelbel, tous ces gens-là, Haendel s'embarque pour l'Angleterre. Par le jeu des alliances et des familles, il va se retrouver quelques années après avec l'employeur, l'empereur, qu'il avait quitté. Et pour se faire pardonner, il va lui écrire ce qu'on vient d'entendre, du moins un extrait, Water Music, musique sur l'eau, et des musiques avec beaucoup de vent, avec beaucoup de cuivre, destinées au plein air pour être jouées sur les fêtes sur la Tamise, pour effectivement le couronnement de ce nouvel empereur. Alors Haendel avait une particularité qui était quand même relativement étonnante, c'était un colosse. C'est un monsieur qui faisait un bon 1,85 m pour un quintal plus 10, et il avait une habitude, il rentrait dans une auberge qu'il ne connaissait pas, et il commandait 4 repas, parce qu'il attendait 3 amis. 3 quarts d'heure après, ses amis n'étant pas venus, il avait englouti les 4 repas.
On raconte beaucoup de choses sur les concertos pour chœur de Mozart. Il les a tous écrits, il en a écrit 4, exactement pour le même soliste, qui s'appelait Joseph Leutgeb, et qui était un musicien excellent et grand technicien, parce que déjà pour l'époque, on jouait ça sur un corps naturel, c'était empli de virtuosité. Donc ce monsieur, alors on a raconté plein de bêtises sur ce concerto, notamment que Mozart, qui le connaissait depuis qu'ils étaient enfants, l'aurait écrit pour payer ses notes de fromage, parce que ce corniste était également fromager. Mais en fait, ça, on n'a pas la preuve de ça. Par contre, ce qu'on sait, on le sait par Constance et par tous les gens qui connaissaient Mozart, c'est que Mozart a écrit ses concertos pour son ami, et tout en lui faisant des farces. Pendant qu'il écrivait un mouvement, l'autre était à la cuisine en train d'éplucher des pommes de terre, ou il l'obligeait à faire des choses incroyables. Car, contrairement à ce qu'on pense, Mozart était un grand plaisantin. Ici, la soliste est Anne-Marie Federley, une très jeune Allemande qui est actuellement corps solo du London Symphony Orchestra. Elle est rentrée dans cet orchestre à seulement 20 ans. Samson François, pour être un pianiste génial, n'en était pas moins un alcoolique relativement conséquent. Et avant chacun de ses concerts, son impresario s'arrangeait pour qu'il y ait quelques personnes qui aillent faire tous les cafés du coin où éventuellement on pouvait le trouver. Et un jour, donc il se passe exactement la même chose, Samson fait un concert en province, son impresario envoie des gens le chercher. Alors effectivement, on l'a aperçu dans certains cafés, mais visiblement, il n'est pas, comme d'habitude, en train de boire. Donc, ma foi, ils font toute la ville et ils réussissent à le trouver près d'un terrain de pétanque, où il est assis sur un banc, en train de fumer tranquillement sa cigarette, et de regarder les joueurs d'un air fort intéressé. Et visiblement, il a l'air à peu près à jeun. Son impresario lui demande « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors il lui dit « Tu n'es pas allé dans tel endroit ou dans tel autre, dans tel bistrot ?» Alors Samson lui dit « Si, je suis allé dans 2, mais alors leur whisky était tellement mauvais que j'ai préféré venir ici pour regarder les gens jouer aux boules. »
difficile de parler d'humour dans la musique sans évoquer le nom d'Erik Satie. Erik Satie était pianiste, et quand on lui demandait, il jouait du piano dans un bar, quand on lui demandait son métier, il disait « je suis tapeur à gages ». C'est quelqu'un qui avait un humour fou, qui avait une répartie, qui avait une façon de penser et de vivre la musique complètement extraordinaire. Quand quelqu'un lui demandait un renseignement, il lui disait « bien que ce renseignement soit faux, je ne vous le garantis pas ». Il avait fait un ballet avec Jean Cocteau et Pablo Picasso qui faisaient les décors, qui s'appelait Parade. Il avait fait la musique. Le ballet avait eu un succès relatif, mais il avait énormément déplu à un critique qui l'avait éreinté dans un journal. Et Satie lui avait envoyé un petit mot en lui disant « Monsieur, vous êtes un cul, mais un cul sans musique ». Il a été condamné. Il a écrit un journal qui est très très drôle. Je me souviens d'un extrait, par exemple. Il avait inventé un appareil pour mesurer les sons. Il raconte ça dans son journal. Alors il dit, j'avais inventé un hyperphonométrope, je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'est quelque chose comme ça. Et j'examinais un si bémol de moyenne grosseur. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi répugnant. J'appelais mon domestique pour le lui montrer. Satie ne mangeait que des aliments blancs. Allez savoir pourquoi, lui seul le savait. Et il achetait tous les jours un parapluie. Le célébrissime extrait que nous venons d'entendre est dû à la voix extraordinaire de Giuseppe Di Stefano. Et à ce propos, il y a une anecdote. Maurice Bardin, que j'ai bien connu, était pianiste et chef d'orchestre sur les paquebots de la transatlantique, dont le France, et quand les artistes faisaient la traversée comme ça, ils étaient généralement tenus de participer à un concert au bord, puisqu'évidemment il y avait beaucoup d'invités et de gens plutôt aisés. Donc ça se passait de la façon suivante, l'artiste venait voir le chef d'orchestre, il convenait d'un programme, très souvent il répétait avec le piano, et puis ensuite, après, il faisait le concert accompagné par l'orchestre du bateau. Maurice dépose une petite carte sous la cabine de Di Stefano, ils prennent rendez-vous pour répéter avec le piano. Comme beaucoup de chanteurs, ils chantent à mi-voix, donc Maurice n'est pas tellement surpris. À un moment, il y a un ralenti sur la partition. Alors Maurice pose la question, il lui dit « Vous ferez le ralenti ou pas ?» Et là, on lui répond « Le maître le fera ou ne le fera pas ?» Maurice est un peu surpris parce qu'il a entendu dire que Di Stefano était quelqu'un de très sympathique. Et il se dit quand même, le type, il a le melon, il parle de lui à la troisième personne et tout. Enfin bon, toujours est-il qu'ils prennent rendez-vous avec l'orchestre. Il y a un monsieur qui arrive près de l'orchestre, assez bien mis, grand, plutôt décontracté. Maurice lui dit « Excusez-moi, vous êtes qui ?»
Ben, il dit, je suis Di Stefano. Mais alors il dit, j'ai vu qui tout à l'heure? Oh ben il dit, mon secrétaire. Ce morceau très célèbre que nous venons d'écouter fait partie d'un opéra de Wagner qui s'appelle Lohengrin. Lohengrin s'appelle aussi le chevalier au cygne. Le chœur que nous venons d'entendre s'appelle le chœur des fiançailles. Un moment dans l'opéra, Lohengrin, le chevalier au cygne donc, s'en va sur un lac et il part sur un bateau qui est tiré par un cygne. Et un grand ténor wagnérien, qui s'appelait Hans Otter, chantait donc Lohengrin, et il va pour partir dans le bateau. Et il se trouve que l'appariteur, je ne sais pas comment il avait fait son compte, a fait partir le bateau avant que Hans Otter ne monte dedans. Et Hans Otter s'est pas démonté, il s'est tourné vers les coulisses et il a dit « À quelle heure part le prochain cygne ?» Rossini, dont nous venons d'écouter un petit morceau de Sémiramis, l'un de ses opéras, ne manquait pas d'humour. Il était excellent pianiste, il avait une oreille incroyable, et c'était quelqu'un à qui on ne la faisait pas. Un jour, il accompagne au piano une chanteuse dans un extrait de Wagner, donc il déchiffre, et c'est alors une cacophonie incroyable. Vraiment, ça sonne très mal, c'est pas beau du tout. Un de ses élèves vient le voir et lui dit « Maître, attention, vous avez mis la partition à l'envers ». Rossini lui répond sans s'émouvoir « Oh, j'ai essayé à l'endroit, c'est encore pire ».
Dans les orchestres symphoniques, les plus nombreux sont les violons. Quand on dit les plus nombreux, ce sont vraiment les plus nombreux, parce que sur un orchestre de 65 personnes, vous avez pratiquement 30 violons. Ça fait presque la moitié de l'effectif. Alors il y a différents grades, entre le violon super soliste, qui est une star, les premiers violons, qui sont déjà des gens sérieux et estimés. Il y a aussi les anonymes, c'est les deuxièmes violons, voire les troisièmes violons. On dit qu'ils jouent dans la vase. C'est vous dire la haute considération qu'ont les musiciens entre eux. Les violonistes racontent beaucoup d'histoires. Alors, il y a une histoire, par exemple, c'est un violoniste qui joue dans une brasserie. Donc il est tout seul, il y a des tas de gens là qui sont en train de manger. Il leur dit « Je vais vous jouer une polonaise ». Et il commence à jouer sa polonaise. Il joue mal. C'est affreux, il n'en met pas une dedans, c'est faux, il n'y a aucun goût, c'est vraiment... Et au premier rang, il y a une table, et il y a un monsieur qui pleure à chaudes larmes. Le violoniste s'approche de lui, et il lui dit « Excusez-moi, je vois que vous êtes très ému. Vous êtes polonais, peut-être ?» Et le type lui répond « Non, non, je suis violoniste. » Un jour, à la fin d'un concert, Jacques Thibaud, le grand violoniste français, est interpellé par une dame qui lui demande un autographe. Et elle a très peu de place sur le papier sur lequel elle est écrite, ce qui fait dire à Jacques Thibaud « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous marquer sur un endroit si petit ?» Et là, il a un de ses collègues qui lui dit « T'as qu'à lui marquer ton répertoire !» Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui nous voient arriver quand on joue dans un orchestre symphonique en queue de pie et en chemise blanche, on nous appelle les pingouins souvent, on a l'impression que les musiciens sont des gens excessivement sérieux. Pour être sérieux, ils n'en sont pas graves pour autant.
C'est un métier où on se vanne beaucoup, où on dit beaucoup de bêtises à propos de soi et à propos des autres. À l'Orchestre de Paris, dans les années 1960, il y avait souvent comme chef invité un vieux chef allemand qui s'appelait Otto von Kemplerer. Très grand chef d'orchestre, qui a fini la baguette à la main, très très âgé, comme beaucoup. Il y en a beaucoup qui peinent à passer la main. Et ce vieux monsieur se déplaçait dans un fauteuil roulant. Très irrespectueusement, les musiciens de Paris, en référence à son prénom, il s'appelait Otto, l'avaient surnommé Automobile. C'est étonnant, non ?